Salut Mélodie. Salut François. On est au Cégep de Sherbrooke ce soir pour enregistrer notre deuxième podcast sur deux sur... La place des Téphis. Et on avait des invités super intéressants. Ben oui, on parle avec Marie-Pierre Royer et Denis Pelletier. Et dans le fond, on a parlé de justement la place des Téphis. On a essayé d'aller un petit peu plus dans les solutions. On a ramené certains enjeux qui avaient été discutés précédemment et on voulait amener des solutions ou dans quelle direction est-ce qu'on pouvait s'en aller puis certaines clarifications. Mais il y a eu beaucoup de points intéressants qui ont été discutés, notamment le 94M, la place des Téphis, tout ce qui est au niveau de la prévention. Mm-hmm. Ce qui a aussi été discuté, c'est le contexte éducatif. La formation en tant que telle, autant au niveau collégial. Puis, en fait, la place des Téphis aussi, là, pour ceux qui le désirent ou ceux et celles qui le désirent, au niveau du diplôme universitaire. Alors, je pense qu'on vous souhaite une bonne écoute. Bonne écoute. Le pouls de la physio est une présentation de Medexa, Physiotech, service d'électrothérapie et médical-tronique. Bonne écoute! Alors, bonjour Mélodie. Bonjour François. Salut Marie-Pierre, Denis. On est avec Marie-Pierre Royer, Denis Pelletier. Denis, je pense que on va le présenter, mais il n'y a pas besoin tant que ça de présentation. On le connaît bien. Denis, qui est président de notre ordre professionnel, l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec. On est avec aussi Marie-Pierre. Merci Marie-Pierre d'être ici avec nous ce soir. Plaisir. Marie-Pierre qui est enseignante au Cégep de Sherbrooke, qui est chargée de cours à l'Université de Sherbrooke, qui est aussi enseignante en formation continue. On est au Cégep de Sherbrooke en ce moment. On s'est déplacé. On va se déplacer à travers le Québec, je pense, Mélodie, là, pour aller rencontrer des gens qu'on trouve intéressants, avec des visions différentes sur la physiothérapie au Québec. Alors, merci d'être là ici. Puis, merci. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup de nous avoir invités carrément, là, dans le fond. Là. C'est Denis qui s'est occupé de réserver un espace ici ce soir. Alors, on réaborde certains sujets là, par rapport aux technologues en physiothérapie ensemble ce soir. Puis, on veut amener des pistes de solutions aussi. En fait, il y a probablement des pistes qui existent déjà, mais qui ne sont peut-être pas nécessairement des pistes cachées là, pour les professionnels de la physio. Alors, ma première question que je trouvais importante à poser, puis je pense sur laquelle qu'on peut débuter puis qu'on peut développer, est-ce que c'est les physios qui doivent faire plus de place aux Téphis ou est-ce que c'est les Téphis qui doivent plus prendre leur place en physio? Marie-Pierre? Je pense que c'est probablement un peu des deux. Il y a probablement beaucoup de méconnaissance des deux côtés. Peut-être, j'aurais envie de dire, du côté de la physio encore. De moins en moins, mais je pense qu'il y a encore tristement des physios qui pensent qu'ils délèguent un patient à un Téphis, alors que c'est pas le cas. Mais je pense aussi qu'il y a tout un éventail de possibilités qui s'offrent aux Téphis, puis qui est peut-être encore obscur pour même nos finissants. Fait que je pense qu'il y a quand même des options qui sont plus larges peut-être que ce à quoi on pense là, pour nos finissants Téphis. C'est comme ça que je le verrais. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, Denis? Bien, en fait, ce que tu dis, c'est très juste. On sait qu'on a deux catégories de professionnels à l'ordre de la physiothérapie. Chacun a un territoire bien délimité. On a un beau carré de sable qui nous appartient, mais celui-là, ce carré de sable-là est souvent partagé entre les deux professionnels. Et on le dit souvent, la clé dans tout ça, c'est le bon professionnel au bon endroit. Et quand on collabore bien et que l'on connaît les forces et les faiblesses de chacun, bien, on est capable de maximiser ce qu'on est capable d'apporter. Puis au final, le patient en bénéficie. Donc, est-ce que les physiothérapeutes devraient faire plus de place? Certainement. Est-ce que les technologues en physiothérapie devraient prendre plus leur place? Oui, ça aussi. Donc, dans un contexte où les deux s'entendent bien puis ils sont capables de discuter, d'échanger, on peut y arriver. Mais ça, c'est à faire, c'est à encourager, c'est à bonifier, mais c'est jamais quelque chose qui doit être pris pour acquis. Il faut constamment retravailler ça et l'améliorer. Et c'est la raison pour laquelle, dernièrement, on a fait des modifications au 94e, mais je sais qu'on en reparlera. Je garderai ça. On va y revenir. Oui, on va y revenir définitivement. De toujours être à l'affût de comment est-ce qu'on peut s'améliorer, ça peut vouloir dire quoi, par exemple, Denis? Bien, d'être à l'affût, c'est que les opportunités qui font qu'aujourd'hui, on est ce genre de cliniciens-là vont changer dans le temps. Si je prends un exemple bien simple d'un physiothérapeute qui a commencé sa pratique dans les années 70, qui a passé à travers les années 80, 90 et ainsi de suite, chaque
décades, et même des fois c'est beaucoup plus court que ça, a apporté son lot de possibilités supplémentaires. Et c'est vrai à la fois pour les technologues que pour les physiothérapeutes. Donc, si, par exemple, on prend la rééducation périnéale et pelvienne, c'était à peine quelque chose d'évoqué dans les années 70. Ça existait, il ne faut pas se tromper, ça existait, mais c'était essentiellement des exercices de tonification du plancher pelvien, puis ça n'allait pas vraiment plus loin que ça. Donc, la pratique évolue, et toutes les pratiques évoluent. Si une pratique n'évolue pas, c'est parce qu'elle est sur le point de disparaître. Oui. Ça, c'est du darwinisme classique. Donc, chaque secteur professionnel évolue. Et quand le secteur de la physiothérapie évolue, il évolue à la fois pour le technologue en physiothérapie et le physiothérapeute. Donc, si on continue dans l'angle de la rééducation périnéale et pelvienne, il y a une place d'intervention qui est tout à fait présente pour le physiothérapeute et c'est aussi le cas pour le technologue en physiothérapie. Il faut simplement saisir l'occasion quand elle se présente et à ce moment-là, faire la contribution qui est à la hauteur du champ d'activité qui nous est autorisé. Mais une des questions que je me pose par rapport à ça, c'est le fait que ce qu'on ressentait beaucoup là, dans le premier podcast, c'est le manque de connaissances ou d'accès à l'information ou des fois, dans le fond, l'accès à l'information plutôt flou par rapport à la réglementation. Ça serait quoi le meilleur conseil qu'on pourrait donner aux TFIS ou aux physios qui veulent être mieux informés, mais de manière plus spécifique? Je sais qu'ils peuvent se référer à l'ordre, mais est-ce que l'association serait peut-être une meilleure référence pour certaines situations ou autres possibilités? Quand on touche l'aspect réglementaire, c'est toujours l'ordre qui est le meilleur vecteur de l'information parce que ça relève du domaine légal. Ça ne veut pas dire que l'association ne peut pas être d'aucun secours. La question n'est pas là. Mais l'interprétation du règlement et le sens à lui donner, c'est évidemment fait par l'organisme régulateur. Dans ce cas-ci, c'est l'ordre. Donc, vous verrez, avec la nouvelle mouture du 94e, il y aura bien sûr des formations qui seront offertes. Il y a plein d'outils qui vont être mis en place, notamment le formulaire de référence à un technologue en physiothérapie pour ne pas oublier parfois certains préalables qui sont nécessaires à la prise en charge. Alors, il y aura vraiment des outils qui seront disponibles. Mais au départ, ça prend la volonté pour le faire. Alors, s'il y a une absence de volonté, on n'y arrivera pas. Mais si la volonté est là, on va pouvoir le faire. Et la meilleure place pour que ça s'imprègne le plus possible chez nos professionnels, c'est dans les milieux d'enseignement collégiaux et universitaires. Si c'est bien appris dès le départ à ces endroits-là, la chance que ça fasse des petits par après est nettement meilleure. Absolument. Puis je pense que ta question visait peut-être plus les professionnels déjà en exercice, mais je pense que définitivement, ça commence vraiment dans le programme de formation. Nécessairement, en technique de physio, c'est un incontournable. Il faut l'enseigner, le 94M, sinon on passe à côté d'un morceau qui est essentiel. Mais c'est aussi super important que ça soit bien compris, bien encodé au niveau universitaire aussi. Tu sais, je pense à un projet qui avait été fait, puis je pense qu'il continue peut-être encore avec l'université ici à Sherbrooke, où est-ce que des étudiants de technique allaient travailler conjointement avec des étudiants de physio sur des cas, de façon à ce que d'abord les étudiants de physio réalisent « OK, le technologue, il connaît des choses », puis aussi, bien, qu'ils puissent s'approprier le règlement ensemble. Fait qu'en tout cas, il y a des choses à penser, il y a des choses à continuer, il y a des choses peut-être à inventer, mais pour s'assurer vraiment que dès la formation, ce règlement-là soit vraiment bien assis puis bien clair pour chaque étudiant, puis qu'il soit repris dans plusieurs cours, là, que ce soit remobiliser ces connaissances-là, puis adapté à toutes les connaissances là, qui... Mais donc, ça, c'est une solution, d'avoir une partie importante dans la formation de base, là, pour parler de ces enjeux-là, ou en tout cas de ce règlement-là qui définit nos pratiques d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'il y a d'autres solutions potentielles pour améliorer cette compréhension-là puis ce travail-là d'équipe, finalement, là? On peut tirer des apprentissages du travail qui se fait, par exemple, dans le domaine de la médecine dentaire. Alors, les dentistes travaillent avec les hygiénistes dentaires, les denturologues, les orthésistes, vous savez, les prothésistes dentaires. Il y a orthèse et prothèse dentaire, il y a un ordre pour ça. Il y a 4 ordres dans le domaine bucco-dentaire. Hein, quand on regarde ça, c'est beaucoup d'ordres. Alors, il y a des complicités, je vous dirais, des liens privilégiés qui se tissent entre des professionnels qui travaillent ensemble depuis un certain temps. Et ça, c'est des liens qui peuvent se renforcer avec le temps. En physiothérapie, nos 2 professionnels sont autonomes. Hein? Les gens l'oublient souvent, ça, mais ce sont 2 professionnels autonomes qui vont aux limites de leur capacité pour offrir des services aux patients. Et si on met à l'avant-plan la préséance d'un patient bien traité et le plus rapidement possible, puis à ce moment-là, rapidement, la complicité va devoir se développer. Si on veut l'encourager un peu plus, comment est-ce qu'on peut le faire? Bon, une fois qu'on connaît ce qui existe puis comment ça peut se faire, c'est déjà une première chose. Il faut multiplier les occasions de travailler ensemble aussi. Donc,
notamment dans le milieu public, pour donner cet exemple-là. Je pense qu'il faut encourager ce travail-là en complicité parce que ça va nécessiter ça. Et je disais un petit peu plus tôt, je parlais à Marie-Pierre, qu'on avait une rencontre avec le ministre de la Santé aujourd'hui. Puis, la collaboration intra- et interprofessionnelle devient une évidence à laquelle on ne pourra pas échapper. Donc, même si certains sont peut-être un peu plus réfractaires à ça, ça va devenir une nécessité quand même. Alors, on s'en va vers ça. Et généralement, quand on apprend à travailler avec quelqu'un, quand on apprécie le travail de cette personne-là, ça devient une nécessité par après. Et c'est ça qu'il faut tranquillement qui s'installe dans les milieux de pratique. Et on verra, encore là, je pourrais donner des exemples de choses que l'on a faites pour faciliter ce genre d'interaction-là entre professionnels. Bon, à la limite, je peux toujours en glisser un petit mot tout de suite. C'est tout ce qui touche l'évaluation, par exemple, en temps réel, avec un physio qui peut être, par exemple, à distance, et un technologue qui est avec le patient. Auparavant, pour que le technologue puisse faire une prise en charge d'un patient, c'est-à-dire puisse entreprendre une prestation de service, il fallait qu'il y ait tous ces préalables. Alors, parfois, les préalables n'étaient pas là. Maintenant, il va être possible pour un technologue en physiothérapie avec son patient d'avoir le regard d'un collaborateur physiothérapeute à un endroit qui va participer à l'évaluation, qui va se faire de façon conjointe, qui permettra après ça la prise en charge du patient. Donc, on vient de faciliter cette interaction-là. Puis après 1, 2, 3, 5, 10 évaluations conjointes, bien, ils vont se rendre compte que finalement, c'est pas une mauvaise idée, puis ça va drôlement bien, puis on est capable de rejoindre des gens en région éloignée, ou même parfois, pas nécessairement en région éloignée, mais qui pourraient bénéficier d'une présence d'un physiothérapeute lors de l'évaluation pour faire une prise en charge plus rapide. Alors, ce sont ces choses-là qu'il faut multiplier pour avoir des succès sur le terrain. On dit bonjour à Sarah, qui fonctionne, tu sais, qu'on a parlé, qui fonctionne déjà de cette façon-là, qui est une façon novatrice, là, tu sais, d'amener des soins. Absolument. Bien là, je pense qu'on a abordé le sujet du 94M. Donc, le premier podcast a été fait pré-94M. Bien, pas pré. En fait, il y a eu des modifications, c'est ça. Il y a des modifications au règlement. Spécification. Donc là, on tombe au fameux nouveau, donc, modifié 94M. On aimerait quand même bien le comprendre, puis comprendre les zones grises. Et c'est quoi les modifications, tu sais, qui le différencient maintenant, depuis 2 semaines? En fait, non, il est entré en vigueur le 17 mars. C'est tout récent. Ouais, c'est ça. Donc, même pas une semaine. Alors, peux-tu, peut-être, est-ce qu'on peut en discuter? Puis peut-être, Denis, nous parler un peu des changements. Puis, tu sais, si on peut avoir ton opinion, Marie-Pierre, sur ces changements-là. Oui. Alors, il faut le regarder dans son ensemble, un petit peu plus large que juste l'article 4 du 94e. Parce que il faut savoir que le technologue en physiothérapie, quand il portait le titre professionnel de thérapeute en réadaptation physique, était largement méconnu dans le système. Donc, en 2014, on a débuté 4 principaux chantiers pour les technologues en physiothérapie. Le premier, celui de renommer le programme d'études. Ça peut paraître banal, mais quand on va étudier en technique de physiothérapie, on sait ce qu'on fait. Quand on va étudier en technique de réadaptation physique, c'est pas évident. C'est pas évident, des fois, même pour les gens qui sont dans le réseau. Première chose. La deuxième chose, on va identifier le professionnel adéquatement. Donc, un technologue en physiothérapie, on se doute qu'il est en physiothérapie. On n'a pas d'ambiguïté sur la place qu'il occupe là, dans un service ou dans un hôpital. La troisième chose, on s'est dit, le programme avait été révisé pour la dernière fois en 1997. Ce serait peut-être le temps qu'on le renouvelle. Alors, il rentre en vigueur à l'automne qui s'en vient. Et donc, c'est un programme qui va avoir été révisé complètement. Et ça, c'est quand même pas banal parce que ça actualise l'exercice de nos professionnels technologues en physiothérapie. Ensuite, bien oui, il y a le 94e, l'article 4. Et à l'intérieur de ces changements, il y a plusieurs changements qui sont à l'intérieur de ça. Bien, il y en a un certain nombre. Bon, j'ai évoqué la téléassistance là, qui permet à un technologue en physiothérapie de contribuer avec un physiothérapeute en temps réel, en fait, en même temps, à l'évaluation d'un patient et éventuellement une intervention pour une prise en charge. Alors ça, c'est un premier élément. Il y a d'autres éléments, je les ai nommés ici. Pour la catégorie 1, par exemple, bien, il sera possible pour un technologue en physiothérapie de voir un patient s'il dispose des préalables qui lui auront été fournis, bien sûr, par le physiothérapeute, par son évaluation, par le médecin, par son diagnostic, mais aussi par une autre personne qui pourrait être l'infirmière, qui pourrait être l'ergothérapeute, parce qu'on est dans une situation où on veut maintenir l'autonomie de la personne, on veut optimiser les capacités que cette personne-là a, donc on n'a pas besoin des mêmes préalables qui étaient initialement dans
le document d'origine. Donc, on va pouvoir permettre ça. Et aussi, dans la façon dont il est libellé, on va demander à ce que le diagnostic médical ou l'évaluation du physiothérapeute indique dans les informations le type de structure atteinte et les informations générales pertinentes seulement s'il y a lieu. Donc, le diagnostic médical en lui-même va être suffisant pour être capable de faire une prise en charge, alors ce qui n'était pas le cas. Par exemple, je vous dis, un patient parkinsonien qui arrive en CHSLD, que sa condition elle est connue et contrôlée, c'est suffisant pour être capable de commencer une intervention. Évidemment, si la situation dépérit, en tout cas, là, il y a des choses qui seront faites. Mais ça, c'est un des premiers éléments. Denis, oui. J'ai déjà une question. Vas-y. Parce que j'ai lu le règlement et Bravo. ça dit... Merci. Ça dit... par un autre professionnel oui. de la santé. Fait qu'on parle d'infirmière, travailleur social. Est-ce que c'est inclus ou non? Bien, en fait, il faut que ça demeure dans le champ de compétences aussi du professionnel qui réfère. Alors, là, il faut quand même. Alors, l'infirmière pourra le faire, l'ergothérapeute pourrait le faire. Alors, donc, le motif de référence sera donné, mais là, on est dans une situation où on veut maintenir des acquis pour le patient, où on veut les optimiser. Donc, ce seront des gens qui seront suffisamment éveillés pour le faire. Bon, le travailleur social... Non. J'ai des doutes. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une certaine complicité à établir, mais je ne pense pas que ce soit notre premier référent. Là, Puis de ce là, côté-là. c'était écrit dans les milieux de pratique qui le permettent, ou quelque chose comme ça. En fait, il faut qu'il y ait une structure administrative qui permette ça, parce que dans les faits, il faut qu'il y ait une procédure. Comme on le voit dans plein de centres hospitaliers ou dans plein d'endroits ou dans les milieux de travail du milieu public, où il y a des procédures administratives qui le permettent, parce qu'il faut que la personne puisse le faire, l'orienter de la bonne façon, fournir les préalables requis, parce qu'on a quand même des préalables à donner. Bien, ces préalables-là sont beaucoup plus faciles. Auparavant, ça prenait un médecin ou un physio. Bon. Là, on a enlevé ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire. Bon, on a facilité ça. Et ça, c'est quand même un élément marquant. On s'en va au privé où il y a un enjeu d'accessibilité. On voit le règlement, on est super content. L'ergothérapeute peut référer maintenant. Si on fait du à domicile, par exemple, à là, domicile, au privé, ouais. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'encadrer cette pratique-là? Puis est-ce que ça peut être un encadrement fait par une entreprise, donc une incorporation? Donc, exemple, François décide de créer un cadre de référence pour les ergothérapeutes vers les TFIS. Ça fonctionne? OK. Là, en fait, vous avez le secteur privé ou les préalables qui devront être mis en place pour des catégories 1 toujours. En fait, le règlement, là, il s'applique que ce soit le milieu privé ou le milieu public. Hein. Vous savez, ça ne fait pas de différence. Ça, c'est une réalité qui est propre. Donc, si vous avez, par exemple, un ergothérapeute qui va dans un soin à domicile, puis il se rend compte que la personne qui est là... mettons qu'elle travaille dans le secteur privé. Alors, l'ergothérapeute se rend compte que la dame a tendance à être plus passive, se mobilise moins souvent, a besoin d'avoir une certaine impulsion, stimulation pour s'activer, bouger, maintenir ses acquis. C'est le genre de référence qui peut être fait. Cependant, ça prend les préalables, c'est-à-dire le diagnostic médical. Donc, s'il est déjà présent dans le dossier du client, OK, on sait, OK, c'est une personne parkinsonienne, prenons le même exemple que tantôt. Elle demeure à domicile. Elle reçoit des soins à domicile. Ces soins-là peuvent être donnés par le privé ou par le public, dépendamment de la situation. L'ergothérapeute y va. Ah oui, OK. Ce serait bon que des premières semaines, cette personne-là reçoive des services de la part d'un technologue en physiothérapie parce que elle n'a pas spontanément l'habitude de vouloir faire ces exercices. Elle a besoin d'une motivation particulière pour le faire. Elle a besoin d'être encouragée. Elle est dans une condition connue et contrôlée. On ne se trompe pas. On a un diagnostic médical. On sait ce qu'elle a. On connaît le portrait clinique de la personne et il n'y a pas de déficience et d'incapacité qui sont actives ou en développement présentement. Donc, on veut faire en sorte que cette personne-là n'a pas, si vous voulez, à attendre l'évaluation d'un médecin qui vient à la maison pour le confirmer ou d'un physio qui vient de faire cette évaluation. On est dans un contexte de maintien et d'optimisation. Alors, pour nous, le fait que ce soit privé ou public, ça n'enlève pas de vertu, dans le fond, à la prestation qui est faite. Bien oui, parce qu'en fait, si on revient au contexte public ou privé, si on parle, par exemple, de CHSLD public ou privé, on se rend compte que c'est une partie bien simple de modification sur un règlement qui vient décharger les médecins, finalement, d'être obligé d'aller voir un patient dans un contexte où quelqu'un aurait besoin. Alors, l'infirmière ou n'importe quel, ou l'ergothérapeute, finalement, pourrait demander des soins en physio pour un patient. Et dans le fond, l'infirmière. Exactement. Donc là, on participe finalement à faciliter l'accès aux soins, ce qui est une bonne chose. Une prise en charge qui est beaucoup plus facile.
Oui. Alors, ça n'enlèvera pas la possibilité d'une expertise si la personne a un déconditionnement soudain, il se présente quelque chose, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, là, quelque chose qui ne va pas. Alors ça, c'est pour la catégorie 1, ce qui est quand même un pas dans la bonne direction là, en ce qui nous concerne. En catégorie 2 aussi, vous avez vu un peu ce qui a été mentionné. Auparavant, ça prenait une liste de problèmes pour prendre le patient en charge. Aujourd'hui, on peut avoir la liste de problèmes, on peut avoir les objectifs de traitement, on peut avoir les deux, c'est sûr, on peut avoir l'un ou l'autre. Et ce qu'on ajoute aussi, c'est que le technologue en physiothérapie peut ajouter des problèmes à la liste de problèmes, puis il n'est même pas obligé d'appeler le référent pour lui dire « Écoute, là, j'ai vu qu'il y a telle chose ». Il n'est pas obligé de le rappeler si la condition qui a été trouvée ne cause pas de problème dans la poursuite des soins ou dans l'évolution prévisible de la condition. Donc, la personne se présente avec une prothèse totale de genou, elle a les caractéristiques classiques des gens qui ont une situation de post-op du genou. La condition évolue bien et elle se rend compte qu'il y a une notion d'équilibre qui est peut-être qui était peut-être pas notée au dossier comme tel, puis que, il faudrait la documenter. Let's go, vas-y, travaille-les, améliore-les, il n'y a pas de problème. Et ça fait partie, en fait, du pattern clinique qu'on peut retrouver dans ces cas-là. Alors, ce qui va de pair avec la situation clinique qui est anticipée, eh bien, la personne peut le prendre en charge, les ajouter, ces problèmes-là, alors qu'avant, elle devait retourner au référent pour qu'il lui confirme. Et ça a été donc enlevé. S'il y a un problème qui est trouvé et que ce problème-là interfère avec l'évolution du traitement, là, oui, il faut référer. L'autre chose aussi, les symptômes neurologiques sont inclus en catégorie 2. Donc, auparavant, on disait, s'il y a de la neuro là-dedans, ça s'en va en catégorie 3. Non. Les symptômes neurologiques, ça reste en catégorie 2. Les signes neurologiques, ça s'en va en catégorie 3. Alors, ça aussi, c'est une ouverture qui a été faite et qui facilite, en fait, la prise en charge. Donc, une situation où une cervico-brachialgie, par exemple, qui se présente chez un patient où la personne a un entorse cervicale, puis là, tranquillement, la personne a dit « Ah oui, j'ai aussi quelques engourdissements ici et là », on peut poursuivre les soins quand on demeure dans le secteur des symptômes. Mais s'il y a des signes cliniques qui s'ajoutent, myotome, dermatome, réflexe, ces choses-là, là, à ce moment-là, il faut retourner au référent. Est-ce qu'on peut repréciser la catégorie 2 versus 3? Parce que catégorie 1, j'ai l'impression que c'est clair, mais quand on tombe en catégorie 2 et 3, il y a comme un petit flou qui s'installe, je pense, pour certains thérapeutes par manque d'informations. Pas qu'ils vont... Oui. L'information, elle est là, dans le fond. Elle est là, mais de compréhension. De compréhension de l'information. Oui. Merci. Mais là, à moins que Mais non, mais je veux juste... mais c'est correct, mais c'est vraiment bien de clarifier tout ça. Mais par rapport à la catégorie 2, c'est sûr que moi, je suis une physio musculo-squelettique, mais c'est majeur quand même, là, ces changements-là, parce qu'on avait beaucoup de références des médecins avec des objectifs de traitement. Puis là, moi, j'enseigne en technique de physio, fait qu'on veut vraiment être by the book. Puis là, ce qu'on dit aux étudiants, c'est, les objectifs, ça prend une liste de problèmes. Ouais. Mais on est d'accord que les objectifs de traitement, c'est l'inverse de la liste de problèmes et vice-versa. Ouais. Fait que dans les faits, on aurait probablement été légal, mais quand on enseigne, on veut y aller vraiment au plus parfait que parfait. Fait que je pense que cette modification-là, cet assouplissement-là, ça va avoir vraiment un gros impact. Puis, sérieux, les symptômes neuro, on le sait comment nos patients de vertébrales ont souvent des symptômes neuro. Fait que ça nous... Puis là, ça fait du pouce, dans le fond, sur ta question par rapport à la différence entre la catégorie 2 puis 3. Oui, qui était l'ancienne puis la nouvelle version. Peut-être avant d'y arriver, quand tu, Marie-Pierre, quand tu dis être by the book, c'est quelque chose qui est ressorti là, quand on parle avec des technologues. C'est parfois la crainte d'être illégal, finalement. Donc, je pense que c'est correct. Ouais. Il faut l'être, là, by the book. Je veux dire, les règlements sont là pour éviter les dérapages. Fait que si doucement, on se dit, c'est qu'on amène un assouplissement qui, comme tu le disais, qui était de soi déjà là, dans le contexte de liste de problèmes versus objectif de traitement. Parce que c'est sûr qu'on l'expliquait à nos étudiants. On est conscient là, que les objectifs de traitement, c'est l'envers d'une liste de problèmes. Mais ce qu'on a besoin, c'est une liste de problèmes. Fait qu'on va retourner au référent. Peut-être avant de parler de la différence entre catégorie 2 et 3, le technologue, Denis, tu parlais de, par exemple, quelqu'un qui développe des symptômes neurologiques. Est-ce que le technologue est autorisé à ce moment-là de se dire je vais aller vérifier, par exemple, les réflexes? Et à ce moment-là, qui détermine là, que cette personne-là se retrouve dans une catégorie 3 versus 2? Là? C'est la différence entre un symptôme et un signe. Oui. Là, on suit sur notre auditoire qui devrait savoir ça. Mais ça fait un beau pont. Bravo. Oui, exactement. Alors, il faut comprendre que lorsqu'un patient nous arrive, par exemple, avec un entorse cervicale,
l'évaluation a été faite, le plan de traitement a été suggéré, ou les objectifs. Bref, on a élaboré une liste de problèmes. Alors, il est possible qu'en cours de traitement, le patient évolue. Bien, il est possible, il est fort probable. On l'espère. Il peut évoluer positivement ou négativement. Alors, les technologues en physiothérapie sont formés pour vérifier les réflexes, les myotomes, les dermatomes. Si le technologue en physiothérapie se rend compte qu'il y a un patient qui a soudainement un réflexe qui est aboli ou réduit, il a intérêt à le référer rapidement au référent. Si à son évaluation, en fait, à sa collecte de données, il y a un myotome qui est soudainement plus faible, un dermatome dont la sensibilité est disparue, ce sont tous des signes qu'il va reconnaître. Et donc, tout de suite, ça veut dire qu'on le retourne au référent. Le référent physio ou le référent médecin selon les circonstances. Ça s'applique, c'est la même chose. Cependant, si la personne vient pour un tunnel carpien, puis, ouais, là, je sais pas, on dirait que je suis un peu plus engourdi aujourd'hui, ou là, je suis un peu plus de picotement comparativement à ce que j'avais auparavant. Et tout ça. Ah, bien, OK. On est dans les symptômes. On est les symptômes. Bon, OK, continue, là. Si ça empire, tout ça, on pourra retourner. Mais on ouvre un peu plus de souplesse de ce côté-là parce que, vous le savez, en tout cas, quand on a fait de la clinique un peu, on sait que ces symptômes-là peuvent varier, peuvent osciller, puis parfois c'est simplement parce qu'il y a une inflammation plus importante dans le canal carpien, puis que soudainement il y a une compression, puis ça crée des désagréments. Puis finalement, 2 semaines plus tard, on n'en parle plus. Mais par contre, il est capable de vérifier certaines réalités au niveau de l'examen neurologique. Et s'il y a des choses qui se présentent, il faut intervenir, il faut l'envoyer au référent à ce moment-là. C'est comme ça qu'on le voyait. Et donc, la catégorie 2, c'est les conditions orthopédiques et rhumatologiques qui n'interfèrent pas avec le processus de croissance, très important, mais qui peut présenter des symptômes neurologiques. Ça se qualifie. Voilà. Fait que c'est ce qui définit très bien la catégorie 2. Elle n'est pas plus compliquée que ça. Et quand on en parle comme ça, en tout cas, je ne peux pas voir comment ça peut être plus facile que ça, là, tu sais, dans les faits. Puis l'autre, tu sais, je veux quand même le dire, là, parce que l'autre aspect facilitant, c'est que, vous le savez, là, souvent, nos patients, ils ont de la misère à caractériser leurs sensations, tu sais. Fait que souvent, ils vont utiliser le terme engourdissement, picotement, mais ça ne va pas se traduire par un signe au niveau du dermatome, nécessairement. C'est fréquent. C'est fréquent que le patient va dire, mais je suis comme engourdi, puis là, les étudiants, sont engourdis, c'est pas dans cette catégorie-là. Fait que je pense que de pouvoir, avoir les capacités d'aller vérifier si c'est un signe ou si c'est juste un symptôme, puis 2, ensuite, de pouvoir quand même traiter le patient dans la catégorie 2 si ce n'est qu'un symptôme, bien, ça ouvre vraiment, c'est ça, l'accès au TFIS en catégorie 2 à beaucoup de patients qui vont nommer des symptômes qui peuvent sembler neuro, mais qui ne s'accompagnent pas nécessairement de signes. Fait qu'en tout cas... Et la catégorie 3. Donc là, où est-ce qu'on franchit cette étape-là? Bien, là, la catégorie 3, ce sera évidemment la situation qu'on disait tantôt, une condition orthopédique ou rhumatologique qui interfère avec le processus de croissance ou qui est accompagnée de signes neurologiques. Là, il tombe dans la catégorie 3. Mais dites-vous bien une chose, quelle que soit la catégorie, le technologue peut toujours intervenir auprès de ce patient-là. Sauf que le spectre dans lequel il peut intervenir devient un peu plus petit quand on se dirige vers la catégorie 4. Mais il peut encore continuer à traiter ce patient-là. Et vous savez, à chacune des étapes, le champ d'exercice du technologue varie selon la condition clinique à l'entrée. Donc, c'est pour ça qu'on parle de ces catégories-là. Donc, en catégorie 3, il ne perd pas le patient de vue pour autant. Il continue à intervenir avec. Sauf qu'on doit y porter une attention plus grande parce que la condition présente des particularités qui nécessitent un jugement d'un professionnel qui a une formation plus extensive dans le milieu, dans ce domaine-là. Donc, ça, c'est une des premières conditions. L'autre, c'est l'atteinte neurologique chez l'adulte. Bon, on le comprend facilement, les atteintes neurologiques, quelle que soit la nature de l'atteinte neurologique, à moins que celle-ci soit rendue dans une situation connue et contrôlée, auquel cas, on s'en va en catégorie 1. Okay? Ensuite, il y a une atteinte respiratoire chronique et contrôlée. Donc, certains, les MPOC. En fait, les problèmes pulmonaires restrictifs et obstructifs. Donc, la famille est assez grande, on le sait. Mais à ce moment-là, c'est vu en catégorie 3. Une fois que la condition est connue, contrôlée, stable, la personne n'a pas de particularité, elle peut être vue en catégorie 1. Même principe. Ensuite, si on continue avec... parce que, et c'est important de le dire, parce que l'atteinte, elle est dite chronique et contrôlée en catégorie 3. Si c'est un patient surinfecté, il s'en va en catégorie 4.
C'est bon, on se comprend. Ici, c'est simplement du maintien, là, puis il n'y a pas de particularité. Il se retrouve en catégorie 1. Et ça, c'est un des éléments importants. Un patient évolue dans les catégories. C'est normal, on n'est jamais totalement dans une. Alors, ça peut arriver que l'on progresse des fois négativement ou positivement. Bien, il faut être capable de s'adapter à la réalité du patient. On a aussi ajouté l'atteinte vasculaire périphérique. Et dans l'atteinte vasculaire périphérique, vous verrez dans le cahier, on inclut là-dedans les lymphédèmes. On inclut évidemment les problèmes vasculaires de toute nature. Puis, on a ajouté aussi les amputations récentes jusqu'à la phase prothétique, qui sont en catégorie 3. Encore là, le technologue peut intervenir. Ils vont intervenir en catégorie 3, mais rendu à la phase prothétique, le patient peut commencer à migrer vers les catégories 2 ou 1, dépendamment de l'état d'avancement là, du soin, du mognon et tout ça. Donc, si il y a quelque chose qui est très bien contrôlé, il est appareillé, ça va bien, puis qu'après ça, il développe un problème au niveau du psoas ou au niveau des fléchisseurs de hanche, bien là, à ce moment-là, il peut être en catégorie 2. C'est pas parce qu'il y a une amputation qu'il ne peut pas être en catégorie 2. Et puis, on a aussi ajouté le profil, bien, on l'a gardé, en fait, le profil gériatrique qui nécessite une investigation. Ça, vous l'avez vu, on le voit aussi des fois en pédiatrie, mais en gériatrie, il y a un patient qui a eu un matin, tu dis, oui, il y a peut-être eu un ICT. Lui, là, cette nuit, là, il me semble que ça ne marche pas, là, l'affaire, là, genre d'ischémie cérébrale transitoire. Tu sais. Tu dis, hier, il était capable de faire ça pourtant, puis là, aujourd'hui, pourquoi faire, ça ne marche plus. Là. Vous avez des petits trucs comme ça. Alors là, on se dit, là, il y a un profil gériatrique qui nécessite une investigation. La personne peut, pas besoin d'avoir un ACV, un AVC massif là, pour être capable de voir ça. Mais toujours est-il, c'est le cas. Oui, le cas classique des patients qu'on voit en UCDG. Par exemple, oui, c'est ça. Tu arrives un matin et tu as l'impression que tu ne vois pas la même personne. Là, Qu'est-ce que l'UCDG? Unité de courte durée gériatrique. Merci. Fait qu'une unité d'évaluation, mais qui n'est pas une URFI, où est-ce qu'en URFI, le patient va avoir un diagnostic clair. L'UCDG, le patient n'a pas un diagnostic qui est clair, c'est flou. Pourquoi il a changé? Pourquoi M. Tremblay d'aujourd'hui, c'est pas M. Tremblay d'il y a 3 jours? Fait que c'est vraiment ça, l'UCDG. Si on va... Pardon, je coupe. Si on va dans les zones grises, mettons, la clientèle oncologique, la santé de la femme, la pédiatrie, comment on navigue avec le nouveau règlement, le changement du règlement? Bien, c'est pas compliqué. Tout ce qui n'est pas dans la catégorie 1, 2 ou 3 se retrouve en 4. OK. Aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas tant de zones grises que ça. Cependant, si tu me dis, bien, OK, moi, j'ai eu une chirurgie pour un cancer du côlon. J'ai été opéré et là, je suis revenu à domicile. Donc, j'ai une condition oncologique active. Je suis peut-être traité en chimio, en radiothérapie, tout ça. Mais je me suis fait une entorse du genou. Ben, t'es catégorie 2. On ne traite pas, on sait toujours le motif de référence. Donc, la personne a une condition oncologique. Ben, par contre, si on passe et on se dit, cette personne-là a eu une mastectomie avec prélèvement de ganglion axillaire, lymphédème du membre supérieur. Développe une capsulite. Ou développe une capsulite. À ce moment-là, le lymphédème, si c'est le cas, traité en catégorie 3. Capsulite, catégorie 2. L'emphysémateux qui a une capsulite, même chose, c'est une catégorie 2. Mais là, ma question, là, c'est que ça a l'air si simple quand on en parle, mais quand on parle aux TFIS puis aux physios, eux n'ont pas l'air, eux et elles, n'ont pas l'air de trouver ça si simple. Éducation. Qu'est-ce que... Puis là, peut-être qu'on peut parler de l'ordre, puis peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont responsables dans tout ça, là, les milieux de formation certainement. Mais est-ce que l'Ordre a prévu quelque chose, Denis, là, pour améliorer, du moins surtout par rapport au changement, mais aussi peut-être encore plus à l'état du marché de la physio en ce moment, par rapport à la compréhension du règlement, puis comment est-ce qu'on va faire en sorte pour que, les TFIS n'ont pas l'impression qu'ils sont toujours en train de tricher puis jouer sur la ligne, puis que les physios comprennent bien le travail de collaboration qu'ils peuvent avoir avec les technologues? Bien, nous, il y a des formations qui vont être faites dans cette perspective-là de bien enseigner le règlement et de s'assurer que les gens sont capables de l'utiliser à son plein potentiel. Mais quel que soit le règlement que vous allez mettre de l'avant, que ce soit le Code de sécurité routière, que ce soit... vous arrivez toujours à la même situation où vous êtes arrivé de Montréal tantôt. Je l'ai dit, cet exemple-là, je ne sais pas combien de fois je l'ai dit dans une année. Et là, vous avez probablement excédé la limite de 100 km/h tout le long de On n'aurait jamais fait ça. Non, vous n'auriez jamais fait ça. Cruise control à 99. Maybe que si vous l'aviez fait, vous ne seriez pas arrivé en retard, mais just saying! Boum! Je l'aime, moi. Ça. Il a fallu que je mette 125$ de gaz dans mon char. Le gaz est cher. On va parler de salaire tantôt. Alors, il y aura toujours des gens qui vont jouer sur cette ligne-là en disant, tu sais, c'est pas si clair que ça. En fait, le règlement, il est très clair. C'est écrit 100 km/h. Les gens disent, ouais, mais tu sais, vous tolérez ça. Non, en fait, le règlement est toujours très clair.
parfois, on veut s'en permettre un petit peu plus. C'est toujours là que ça devient un peu plus délicat. Il est certain que ces règles-là, si vous aviez roulé 101, là, je ne peux pas voir le policier qui vous aurait arrêté et vous dire que ça n'a pas de bon sens. Il aurait peut-être dit, bien, bon, faites attention. Mais alors, dans tout règlement, généralement, il est très clair. La seule affaire, après ça, c'est dans son application. Est-ce qu'on peut faire preuve de nuance à l'occasion et tout ça? Bon, si vous posez la question au policier, est-ce que, ça te dérange-tu si je roule 115, 120 aujourd'hui? Tu sais? Il va dire non, tu ne peux pas. Fait que si on demande à l'OPPQ, il va nous dire non, tu peux pas. Généralement, on doit s'en tenir au règlement. Le règlement est clair. Mais mettons, on va voir l'AQP, là. Ils vont-tu nous donner des conseils? Non, bien, ça serait très peu probable parce que l'AQP ne peut pas, s'il le faisait, il s'inscrirait en faux avec ce que le règlement permet. Donc, dans le fond, le règlement, il est clair, il est beaucoup plus facilement applicable parce qu'on a corrigé plein de choses. Il y avait des problèmes auparavant. On les a clarifiés présentement avec ça. En tout cas, une grande quantité d'entre eux. Et c'est certain que ça va continuer aussi à devenir plus clair. Mais je mentionnais l'AQP juste parce que dans l'autre podcast, l'impression que les TFIS donnaient, c'est qu'ils ont eu plus de réponses quand qui ont demandé, dans le fond, à l'AQP qui travaille plus pour l'avancement de la profession versus l'OPPQ qui travaille pour la protection des membres, qui ont eu plus de réponses parce qu'on a accès à des avocats qui peuvent nous conseiller, parce que ça fait partie de l'offre de service, dans le fond, de l'AQP. C'est pour ça que je disais ça. Là. Mais remarquez, on a le droit de donner de l'information. Mais vous savez, ce règlement-là, 94e, savez-vous sur combien de pages il tient? 2 pages. Même pas. 1 page et demie. OK? Alors, c'est correct si vous voulez. Regardez, je vais vous le trouver. Je l'avais imprimé pour le plaisir de la chose. En tout cas, il tient sur 1 page et demie. Donc, c'est pas que le règlement est compliqué. Maintenant, si on tente de regarder dans le règlement, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut interpréter d'une certaine façon ou pas, c'est ce qu'on a cherché à faire en le clarifiant comme ça. Et généralement, un règlement, ce qui relève du domaine réglementaire, bien, vous êtes mieux servi quand cette information-là vous est donnée par l'organisme réglementaire. Mais vous êtes tous capables de l'interpréter, de le lire et de le comprendre, parce que dans les faits, un règlement devrait être compréhensible par tout le monde. C'est l'objectif. Alors maintenant, s'il y a des questions de clarification, tout ça, c'est sûr qu'on peut aider. Mais je peux vous assurer qu'à l'ordre, sur une base hebdomadaire, on répond à plusieurs questions. Et j'aurais aimé savoir quelles étaient exactement les questions pour lesquelles ils ne réussissaient pas à obtenir une réponse. Ou bien est-ce que la réponse qu'ils recevaient faisait juste pas leur affaire? Ça, c'est une autre affaire aussi. Des fois, on reçoit une réponse et on se dit « Ah, ouais, j'aurais aimé mieux qu'ils me disent autre chose. » J'ai aussi testé la pratique de courriel. J'ai envoyé un courriel. Je me suis dit « Je vais le tester, moi, pour être sûre. » Puis j'ai l'impression... J'ai reçu un premier courriel. Dans le fond, j'aurais pu me référer au texte de loi, puis ça aurait été la même chose. Ça a été comme mon premier courriel. J'ai donc répondu « Vous n'avez pas répondu à ma question. » Et j'ai renvoyé la même question. Et la deuxième fois, j'ai une réponse plus détaillée. Est-ce que c'est juste d'encourager les gens à de poser des questions jusqu'à temps qu'on ait une réponse? En fait, la personne qui va lire votre question, surtout si elle est écrite, bien là, on va l'interpréter en disant « OK, voici la question qui est posée. On offre une réponse. » La personne aimerait avoir plus d'informations ou amène une précision ou voudra... On va vous en donner plus. Je disais, mais c'est... Et ça... J'entends le message. Je peux donner l'exemple. Ça m'est déjà arrivé, moi, de m'adresser à Bioformation. Puis j'avais posé une question sur certains préalables qui étaient nécessaires pour suivre tel ou tel cours. Et la réponse qu'on m'a donnée était incomplète. J'ai reposé la question et j'ai même eu une rencontre après ça avec les gens de Bioformation. Et ils ont répondu de façon admirable à mes questions. Fait qu'on peut faire la même chose avec l'OPPQ. C'est sûr, vous avez le droit de poser des questions à l'OPPQ. On est là pour répondre. Alors, si vous recevez une réponse, puis elle ne vous satisfait pas complètement, n'hésitez pas. Faites-le, réécrivez-nous. On est là pour renseigner les gens. Et on ne gagne rien. Là, on n'est pas là pour cacher l'information, mais chose certaine, on va coller au règlement parce que c'est ce qui nous donne, en fait, la latitude de vous répondre. Alors, on va certainement y référer le plus possible, mais on contribue avec plusieurs maisons d'enseignement collégial et généralement, on répond à plusieurs questions. Et aujourd'hui, ça va de façon, je vous dirais, c'est naturel et facile. Mais là, ma question après tout ça, c'est l'intégration des TRP à l'époque à l'OPPQ, c'est 2003 ou 2004? 2003. Pourquoi ça a pris 20-25 ans pour revoir la formation des TFIS en milieu collégial, puis pour revoir le règlement, Denis? C'est long quand même?
Pour ce qui est de... Bon, mais regardez ça, on peut régler cette question-là assez rapidement. Il y a, quand on instaure des changements de cette nature-là, ça prend une volonté politique. Quand j'ai été élu en 2014, ça faisait partie des chantiers que je voulais faire. Donc, ça a été 2 éléments que j'ai pu amener et développer. Alors, vous savez, l'actualisation du programme, là, les cégeps n'ont pas besoin de l'Ordre pour faire ça. Sauf que l'Ordre dispose de ce qu'on appelle un comité de la formation, des technologues en physiothérapie et des physiothérapeutes. Alors, c'est là qu'on fait valoir des projets comme celui du DEPA à l'Université de Montréal, 3e cycle de la physiothérapie, la révision du programme, parce que vous savez que sur le comité en question siègent des représentants des cégeps. Alors, c'est très simple. Je leur dis, écoutez, la dernière fois que le programme a été révisé, actualisé, c'est 1997. Comment ça On est rendu en 2017. Le directeur des études du cégep de Sherbrooke, en fait, qui est représentant sur le comité de la formation, Éric Gagné, dit « ça n'a pas de bon sens ». Une année plus tard, c'était en marche et ça partait. Donc, des fois, il suffit juste d'avoir l'idée, de l'amener, de pousser, de le faire. Mais ça aurait pu venir du cégep, cette initiative-là. Et la révision du 94e, c'est la même chose. C'était dans les chantiers que j'avais amenés à la présidence en 2014. Alors, ça s'est fait. Donc, dans plusieurs dossiers, ça c'est vrai dans toutes les sphères, ça prend une volonté politique au départ pour réaliser des choses. Et si cette volonté politique-là est présente, bien, ça se fait. Puis le premier 94M est arrivé en quelle année? En fait, en 2003, il y a eu l'intégration. Il y a eu l'intégration. 2008, si je ne me trompe pas. J'aurais dit 2011, mais là... OK, c'était peut-être plus OK. long. Mais en tout cas, je voulais Parce pas... qu'en fait, non, c'est possible. Là, parce que c'était dans le fond, c'est c'était des l'intégration process. forcée de des professions à ce moment-là, là, qui venait avec son règlement. C'était une intégration volontaire, en fait. En fait, c'était fortement encouragé. C'était le règlement qui avait été écrit par l'Office des professions à ce moment-là, c'est ça? Oui, en fait, c'est un décret. D'abord, il y a un c'est décret d'abord, d'intégration. c'est un décret, c'est ça. Et une fois que le décret d'intégration a été mis en application, testé sur le terrain, le décret devient un règlement. Et là, le décret est devenu un règlement et il y a eu des petites modifications à ce moment-là qui ont été faites avant que le règlement entre en vigueur. Si on tombe dans le pratico-pratique et l'attrition des TFIS, Mais je pense que la bonne question, pas la bonne question, mais une question à poser par rapport à ça, c'est beau tout ça, mais ça prend des professionnels pour l'appliquer. Puis vous connaissez mon amour pour les combattre. statistiques d'attrition. Non, mais oui, mais pas pour les statistiques. Pourtant, c'est une haine contre ces statistiques-là. C'est plutôt mon amour pour en parler, en fait, pour améliorer la situation sur le marché. On sait à quel point c'est une c'est une problématique là, quand même en milieu universitaire. Marie-Pierre, est-ce que c'est aussi une problématique, l'attrition chez les étudiants au cégep? Parce qu'on sait parce que Denis, l'Ordre récemment a publié une recherche interne là, sur la quantité, le temps que les professionnels passent sur le marché du travail, du moins en physio, là, qui sont membres de l'Ordre. Puis on parle d'une courte période de 3 ans en moyenne, je ne me trompe pas, pour les technologues. Pour les TFIS, le taux d'attrition sur 10 ans est de 33 %. Donc, après 10 ans, il y en a 33 % qui ont quitté. Il y en a qui quittent année 1, année 2, année 3. Mais sur un spectre, on a un taux d'attrition qui est aux alentours de 33 % présentement. En physiothérapie, pour les physiothérapeutes, c'est 10 %, un petit peu moins, 9 %. C'était plus élevé que ça par le passé. Donc, et le temps du professionnel en exercice pour les physiothérapeutes, c'est de 10 ans. Okay? Pour les technologues en physiothérapie, ces données-là sont plus floues parce qu'elles ne sont pas cumulées au niveau national, parce que c'est des données qu'on obtient à travers au niveau canadien. Oui, c'est l'Alliance. C'est pour ça que ça, c'est plus embêtant d'avoir un... Mais comment l'Ordre n'a pas l'ordre des statistiques là, sur quand est-ce que quelqu'un est rentré en pratique puis quand est-ce que quelqu'un n'a pas renouvelé son permis? Oui, c'est ça. Mais il y a évidemment ces informations-là que l'on a, mais il y a des gens là-dedans qui vont faire une réorientation de carrière. Mais on n'a pas tous ces données-là. Ce que l'on sait, c'est qu'on en perd 33 %. C'est le chiffre qu'on peut vous dire là, sur un laps de temps d'environ 10 ans. Et ça, c'est énorme. Est-ce que l'Ordre compte continuer à améliorer, mettons, ces statistiques-là? Parce qu'en fait, pour savoir qu'il y a un problème, il faut bien le voir. Là. Si on veut qu'il y a un problème ou pas, là, ça nous prend des statistiques ou ça nous prend des chiffres pour être capable de bien le réaliser.
C'est quelque chose qui peut être mis de l'avant là, d'une année à l'autre? Oui. En fait, on ne peut pas évaluer ce qu'on ne peut pas mesurer. Et ça, c'est un principe de base à l'ordre qui nous anime. Il faut être capable de mesurer les choses si on veut être capable d'agir correctement par la suite. Les maisons d'enseignement universitaire sont, parce que j'ai eu plusieurs échanges là-dessus, on sait qu'ils perdent beaucoup de gens en cours de route et ça les embête autant que ça peut nous embêter. Et sachez que pour une université qui est généralement financée par nombre d'étudiants dans le programme, c'est très lourd sur la facture. Et c'est ça. Alors ça, c'est un élément important pour eux et donc ils documentent beaucoup, ils font beaucoup d'efforts pour essayer de les garder dans le programme avec des succès qui sont variables selon les années, en fait, les admissions. Et il y a énormément d'efforts qui est déployé de leur côté pour essayer de savoir quel est le profil de la personne qu'on va être capable d'admettre au programme et qui va se rendre jusqu'à la fin du programme. Ça, c'est le pont. Alors, ben là, comment ça se fait à ce moment-là? Parce qu'en fait, moi, les technologues que je connais qui finissent par rentrer à l'université en physio, c'est des gens passionnés par leur domaine et je les vois compléter leur bac maîtrise. Pourquoi les universités, on a personne on a un chargé de cours, mais on a personne qui est responsable de l'admission à l'université ici ce soir. Pourquoi les universités n'admettent pas davantage de technologues et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un pont qui pourrait favoriser un peu comme le deck back chez les infirmières, par exemple, qui pourrait favoriser une entrée plus massive des technologues sur le marché, ce qui répondrait à une demande du marché, carrément. Là. Bien, j'ai pas la réponse, bien entendu, parce que je suis chargée de cours. Mais ce que je peux... Puis, tu sais, Denis pourra compléter, mais, tu sais, moi, en tout cas, vraiment juste ma vision comme chargée de cours à l'université, c'est que les étudiants TFIS qui sont finalement admis au programme de physio restent au programme de physio et finissent leur carrière. Fait que quand l'étudiant a fait tout son deck en technique de physiothérapie, sait que c'est ça sa vocation, décide d'aller en physio, faire son 4 ans de bac maîtrise, il va rester. Puis il va probablement rester à la profession. Pourquoi les universités... Ça, il y a peut-être... Parce qu'on peut vouloir faire des tests psychométriques, mais il me semble un bon test psychométrique, c'est quelqu'un qui a décidé de retourner en physio étudier encore après avoir fini un diplôme en physio. Absolument. Après avoir fait des stages. C'est certain que pour l'étudiant TFIS, c'est beaucoup plus difficile de se démarquer au niveau de sa cotère que pour un étudiant qui est en sciences d'EC générales. Fait que c'est sûr que pour eux, c'est une situation qui est vraiment triste. Parce que ça va être difficile pour eux de se démarquer puis de réussir à rentrer selon les critères d'admission des différentes universités. Mais pour l'instant, ils sont à peu près mêlés à la communauté collégiale en général. Là. Ça dépend des universités. Là. Ils ont tous leur façon de faire. Là, mais... Bien, en fait, ce que tu dis, c'est bon, vous le savez, en tout cas, ça se sait de plus en plus. Il y aura 2 nouveaux programmes universitaires de physiothérapie là, qui s'en viennent, donc un à l'Université du Québec à Trois-Rivières et fort probablement un à l'Université du Québec en Outaouais. Donc ça, c'est 2 bonnes nouvelles déjà pour le nombre. Mais ce que vous dites, moi, je peux vous dire que j'en rêve. Là. J'aimerais ça un jour que cette passerelle-là soit aussi facilitée pour les étudiants de technique de physiothérapie au niveau universitaire. Mais ça ne dépend pas de l'ordre. Ça, l'ordre ne contrôle pas ça. Et ça demande à ce moment-là vraiment une volonté d'une maison d'enseignement universitaire de concrétiser ça. Mais ça m'apparaîtrait une excellente idée. Puis surtout, en tout cas, l'argument de l'attrition peut probablement être un bon argument parce que, en tout cas, j'ai pas de chiffre là-dessus, mais juste mon feeling, là, c'est que ces étudiants-là vont rester davantage parce qu'ils savent à quoi s'attendre. Ils ont fait des enseignements cliniques, ils ont fait des stages, ils connaissent la profession, ils connaissent le domaine de la physio. Fait que, puis ils sont bons, ils réussissent bien parce qu'ils ont été bien formés. Par Marie-Pierre. C'est Sherbrooke. Petite question, Marie-Pierre. Toi, tu es en contact avec beaucoup de gens étudiants en TFIS, mais aussi avec beaucoup de TFIS, j'imagine. C'est quoi le pouls que tu ressens? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire des fois que tu leur dis pas ou que tu leur dis, peut-être? Mais, tu sais, concrètement, là, on a parlé beaucoup de règlements, beaucoup de théories, mais concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu trouves dommage? Puis ça serait quoi le message que tu aurais pour eux, là? Bien, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête, mais la première chose, moi, que je leur dis, c'est article 39.4. Vous mais savez. Encore. Fait que l'article 39.4, dans le fond, c'est l'article qui permet puis Denis, tu me corrigeras, là, mais c'est l'article qui permet aux TFIS de voir des patients, c'est pas une prise en charge, mais de voir des patients hors règlement 94M dans un but de prévention, promotion, information. Fait que moi, je suis une physio qui est ultra vendue prévention, éducation de ses patients. Et
je sais pas comment le formuler, mais tu sais, j'aimerais ça, puis j'ai vu un peu les travaux par rapport à l'actualisation du programme, puis même encore, je reste un peu sur ma faim parce que je voudrais qu'il y ait plus de place de fait à la prévention. Puis c'est comme si c'est juste le petit deuxième choix au cas où, tu sais. Puis juste le podcast que vous avez fait avec Sarah, c'est fantastique qu'est-ce qu'elle fait parce que dans le fond, tu sais, c'est beaucoup, bon, elle va de la catégorie 1, mais tu sais, on s'approche de ça. Mais de pouvoir agir avec toutes les belles connaissances que le TFIS a, mais dans un but de prévention auprès de n'importe quelle clientèle. Puis là, ils sont plus attachés par « il me faut mes préalables, dans quelle catégorie est mon patient, etc. » Fait que il y a d'autres professions qui prennent cette place-là présentement. C'est ça. Le kinésiologue, par exemple. Pour ne pas le nommer, qui sont super bien formés aussi, mais pas nécessairement avec une clientèle qui présente des problèmes de santé, qui présente, par exemple, des risques de conditions musculo-squelettiques. Je pense aux usines, je pense aux travailleurs de bureau, je pense à... Fait que moi, c'est mon premier message aux TFIS que je leur fais dans leur premier cours dans le programme, c'est « think outside the box », puis réalisez que quand je vous parle de l'article 39.4, là, bien, c'est tout un grand pan de votre profession qui pourrait être dédié juste à ça. Mais c'est difficile parce que ces jeunes-là veulent travailler en clinique, traiter des patients. Ils ont une autre vision de leur profession. Mais ça, c'est intéressant parce que moi, comme physiothérapeute, c'est la partie que j'adore le plus de ma profession. C'est l'éducation, la prescription d'exercice, changement d'habitude de vie, enseignement. C'est ça qui me stimule plus pour moi que ma thérapie manuelle. Mais c'était peut-être qu'en début de carrière, tu trouvais ça plus glamour, la thérapie manuelle. Oui, mais je pense que les nouvelles évidences scientifiques vont vraiment vers ça. Fait que des fois, c'est là que tu réfléchis. Je pense qu'il manque peut-être de sensibilisation ou à quel point c'est hot de prescrire un exercice finalement. Absolument. À quel point ça vaut la peine. Puis c'est là que tu as une influence aussi au niveau global là, puis sur le système de santé. Tu sais, je veux dire, je réfléchis en parlant, mais peut-être que si ça arrivait plus tôt dans le cursus, que ça serait plus intégré dans leur cheminement, je sais pas. Mais moi, c'est vraiment ma prise. L'article 39.4, c'est vraiment comme... Mais tu sais, il y a une réalité marketing. Là. Dans le fond, le programme, autant les programmes universitaires que le programme de technique, attire des gens basés sur ce qui me laisse miroiter aux étudiants du secondaire qui veulent rentrer dans un programme au cégep, ou aux étudiants du cégep qui veulent rentrer dans un programme universitaire. Alors, est-ce qu'il y a une façon différente d'expliquer puis de démontrer qu'est-ce qu'on fait en physio aux étudiants qui veulent rentrer dans des programmes en physio, mais qui sont pas encore dedans? Parce qu'une fois qu'ils sont dedans, ils ont un préjugé, ou en tout cas, ils ont des attentes auxquelles ils désirent répondre, comme n'importe qui achète n'importe quoi. Là. Ouais. Bien, je pense que d'abord, si on en faisait plus de prévention en physio, que ce soit par les TFIS ou par les physios, déjà, la population en général aurait aussi cette vision-là de nous. T'sais. Ah, elle m'a expliqué c'était quoi une hernie discale, elle m'a expliqué pourquoi je l'ai faite, mon hernie discale. Fait que je pense que d'abord, si on travaillait auprès de la population pour qu'ils comprennent mieux ce pan-là de notre pratique, puis bien après, bien, c'est de donner les faits aux étudiants pour qu'ils puissent choisir de façon éclairée. Là. On peut sortir complètement ou à peu près là, de notre sujet de ce soir, mais est-ce que ça intéresse la population, la prévention? Oui, je pense que oui. Une certaine partie. En tout cas, c'est ce que le ministre Dubé nous a dit aujourd'hui, que c'est un virage qu'il va falloir prendre, parce qu'il faut sortir du modèle hospitalo-centré pour aller vers beaucoup plus de prévention. Ah oui. Et ça, c'était... Ça fait du bien à mon cœur. Un ministre a dit ça. Le ministre Dubé nous a dit ça clairement cet après-midi. Et il va présenter, en fait, mardi prochain, son plan. Vous allez en entendre parler. Puis, fort probablement que le podcast ne sera pas diffusé avant mardi prochain. Ça va dépendre de Vincent, mais je ne penserais pas. Alors, donc, ça Vincent confirme nous dit non. Donc, ça sera rendu au moment où ils vont l'écouter, où les gens vont l'écouter. Ça va être déjà connu. Mais c'est un des axes les plus importants que le ministre veut mettre de l'avant dans sa refondation du système de santé. Il y aura toujours des gens qui ne vont pas accrocher à la prévention. C'est une courbe normale. Fait qu'il y a toujours du monde au bout. Là. Mais définitivement, je pense que les gens, si on les prend... Moi, j'ai toujours dit, il n'y a pas de choses que le patient ne peut pas comprendre. Il y a juste un thérapeute qui explique pas bien pour ce patient-là. Fait que pour une même patho ou pour un même diagnostic, bien, avec un patient X, on va aller jusque-là, puis avec un patient Y, on va aller plus loin parce qu'il y a davantage de connaissances. Mais on peut tout expliquer, puis on peut tout
passer nos notions de prévention. Puis je pense que la grande majorité du monde ne veulent pas se retrouver à l'hôpital, ne veulent pas se retrouver en chirurgie. Mais la demande de la population, comme tu dis, évolue aussi parce que maintenant, on a accès à tellement d'informations sur Internet ou des choses comme ça que les gens veulent avoir accès à de la meilleure information. Puis c'est, selon moi, pourquoi on commence à consulter des experts ou dans le domaine de la santé, c'est qu'on veut l'information plus juste ou mieux comprendre versus c'est quoi une hernie discale sur Internet, là, dans le sens. Ouais. Je pense que la physio est rendue plus loin. Mais vous évoquez quelque chose, puis ça me permet de mettre un petit peu de piquant. Là. Je sais que des fois, vous aimez ça. Mais vous savez, la partie prévention, et ça, vous verrez, je vais le doser comme il faut, mais actuellement, quand on regarde la disponibilité de l'information, il se publie des choses en quantité phénoménale, et je vous dirais qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui est de qualité douteuse. Alors, aujourd'hui, en 2022, le succès d'une intervention va reposer beaucoup plus sur la clarté que sur la disponibilité de l'information. Et une des choses que je remarque, c'est que malgré l'abondance de la littérature, malgré le fait que tout le monde sait que fumer, c'est mauvais pour la santé, puis de boire trop, c'est pas bon, et de faire de l'exercice, c'est à faire, puis il faut bien dormir. Les gens ne font pas plus. Il y en a beaucoup qui ne le feront pas. Et les gens ne le font pas parce qu'ils ne savent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas le faire. Il va falloir se poser la question à un moment donné, jusqu'où on est responsable de la santé des gens qui ne veulent pas nécessairement s'aider ou qui, pour toutes sortes de raisons, n'arrivent pas à le faire. Et là-dessus, c'est peut-être quelque chose de... Oui, ça vous fait sourire. Oui. Je sais que là, je disais, oh mon Dieu, parce que là, on parle de la moitié de notre budget presque au Québec dans le soin de santé. Alors, il y a des gens qui, malgré tous les efforts qu'on fera, là, on va vous donner des patchs gratuits pour arrêter de fumer, puis on va faire tout ce qu'il faut, là. Ils ne changeront pas nécessairement leurs habitudes, pas parce qu'ils ne savent pas parce qu'ils ne sont pas éduqués, pas parce qu'ils ne sont pas conscients du danger, mais tout simplement parce qu'ils ne veulent pas le faire. Mais je pense qu'il y a vraiment des enjeux psychosociaux. Là. Oui. Je pense qu'il faut juste faire attention. C'est peut-être ça que tu allais dire, Marie-Pierre. Bien, en fait, notamment, mais tu sais, peut-être que je rêve encore. Ça se peut que je rêve encore, Seigneur. Mais tu sais, je pense que si nos professionnels étaient... Mais il y en aura toujours qui vont vouloir continuer à fumer. Indeed, ça, c'est sûr. Mais je pense que si nos professionnels étaient mieux formés dans tout ce qui est changement de comportement, puis que c'était plus, comme on disait tantôt, glamour. Tu sais, je l'enseigne à l'université, le changement de comportement. Est-ce qu'au bout de 4 ans, ils s'en rappellent encore? Vraiment, j'ai des doutes. Bien, c'est une question, c'est encore une fois, là, c'est une question de l'image que les programmes projettent auprès des étudiants d'un niveau inférieur qui veulent rentrer dans ces programmes-là. Si on enseigne seulement que la physio, c'est un genou qui ne plie pas, il faut plier le genou, puis le genou va plier, puis 1 + 1 = 2. Mais en fait, la physio, c'est plus compliqué que ça. Bien, puis tu sais, moi, quand je vois à Physio 360, tu sais, la conférence sur l'entretien motivationnel, je fais comme, oh my God, j'ai 20 ans de pratique, mais il faudrait vraiment que je me pratique pour être capable de faire ça, tu sais. Puis bon, je dois en faire dans une certaine mesure, mais c'est... Appris sur le tas, probablement oui, plus, là. Mais ces habiletés-là sont essentielles. En tout cas, je pense vraiment que ces habiletés-là sont essentielles pour nos professionnels de l'avenir pour justement ramener un peu de ce monde-là qui ne veulent pas nécessairement tant que ça se prendre en main, puis les amener par eux-mêmes à avoir des changements de comportement, puis à par eux-mêmes, puis avec de l'aide, en fait, parce qu'on parle, dans la recherche, on parle de 50 de 50 de nos interventions sont d'origine non spécifique. Mais en fait, c'est pas non spécifique, c'est juste quand tu fais une étude en physio, bien, peut-être que tu vois pas l'impact spécifique de la relation d'aide, de la relation thérapeutique. De tout ce que tu as jasé versus le hands-on que tu as fait sur lui. Alors, si on parle de 50 de nos interventions, est-ce que c'est 50 de la formation? On est, je pense, loin de là. Il faut juste faire attention parce que je veux pas... Pour moi, c'est vraiment important de comprendre la relation d'aide, comprendre la douleur persistante, comprendre la neurophysiologie, peu importe. Mais on demeure des professionnels de la réadaptation. Fait que je pense qu'il faut toujours s'assurer qu'il y ait une notion de motivation ou autre, mais de là à dire ça vient 50 Bien, c'est la recherche là, qui le démontre. Là, mais c'est 50 de la recherche. Si la société puis la recherche évoluent, puis Denis l'a dit tantôt, mais pas les professions, on se retrouve où, nous, dans 20 ans? Je suis d'accord, mais je pose la question autrement. Là. Je me joue l'avocat du diable. On nuance. Si c'est 50 des traitements qui devraient être psychologiques, est-ce que nos patients devraient être vus en parallèle avec plus
de professionnels dans le domaine de la psychologie aussi. Ou est-ce qu'on devrait avoir davantage de compétences? Oui, je pense à que ce c'est ça. niveau-là? Parce qu'en fait, on peut facilement devenir le professionnel qui adresse ces problématiques-là propres à notre domaine, qui est un domaine neuro-musculosquelettique et cardio-respiratoire, cardiovasculaire. Mais biopsychosocial. Bien, on travaille avec des humains, tu sais. Je veux dire, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix de l'adresser. Absolument. Puis, tu sais, il fut un temps, là, si on revient là, en termes d'éducation, puis même moi, ça fait 15 ans que je pratique, à quel point est-ce que ça a été adressé dans mon diplôme, puis à quel point est-ce qu'on en parle aujourd'hui, on est quand même, je ne vais pas dire des années-lumière, là, mais je veux dire à une certaine différence. Ouais. Donc, évidemment, il y a une évolution de la compréhension de l'être humain. Il y a une évolution aussi à quel point, puis ça, c'est une autre réalité, là. Plus l'information est disponible, plus les gens avec des cas simples ne vont pas nous consulter. Parce qu'il y a des gens qui vont s'auto-traiter. Puis ils vont avoir un certain succès, que ce soit temporaire ou permanent. Alors, nous, on se ramasse. Avec les c'est cas peut-être plus pas difficiles. c'est peut-être pas le bon mot, mais avec des cas plus chroniques. Puis, est-ce que la chronicité en douleur, par exemple, est-ce que c'est une population en augmentation ou en diminution en 2022? Ben, je pense que si on avait à faire un pari, ça serait probablement une proportion plus importante. Il faudrait faire un autre podcast sur tous les effets de la société, Ah sur, oui, sur, ça, tu sais, parce mais qu'il ça, y on y a revient. Il faut un quand même autre aller... mode, là. Moi, je vous emmène ailleurs. Là. Je suis 100 Vas-y, d'accord que le Mélodie. physio devrait traiter les compositions de biopsychosocial. Je le fais dans ma pratique, j'encourage à le faire. Et le technologue. Et le professionnel de la physiothérapie. Le professionnel de la physio. Ouais. Mais, d'un côté, il y a tout ce qui est pratique et avancé et l'ouverture des champs d'expertise. Je pense qu'il y a moyen aussi que le physiothérapeute ou le TFIS, dans son éducation, soit plus formé sur des clientèles qui sont les mal-aimées, des fois, du réseau de la santé. Exemple, le vestibulaire, les commotions cérébrales. Mais un n'empêche pas l'autre. Un n'empêche pas l'autre, mais mon point, c'est que si, à un moment donné, le programme est juste 50 psychologique... Ça prend un doctorat en physio maintenant. En fait, Mais c'était pas ça l'objectif. Mettons qu'on parle des TFIS. Oui. Ils vont voir beaucoup de populations en Mais tu sais, douleur chronique. Puis mais là, ils vont on aussi- jase, là, mais tu sais, moi, j'ai décidé d'aller en physio parce qu'il y avait le petit gars dans l'ancien compte qui faisait de la physio dans la piscine, tu sais. Vous autres, vous savez pas c'est quoi? Pas en toute l'ancien Moi, compte. je sais c'est quoi l'ancien Oui, dans ces compte. comptes. Il y a eu 8 séries dans J'ai ces jamais comptes. écouté ça. Oh, Seigneur, Écoutez dans ces Jésus. comptes. Mais tout ça pour dire que cette image-là du physio qui traite un patient, puis j'amène pas une piste de solution, là, je fais juste jaser, là, mais cette image-là du physio ou du TFIS ou du whatever qui traite un patient, elle est encore très ancrée, que ce soit chez les étudiants en TFIS ou chez les étudiants en physio. Fait que autant les étudiants TFIS, il faut travailler fort pour les amener vers la prévention puis un autre mode de pratique. Autant les étudiants physio, si on leur explique le 94M puis qu'ils ont envie de penser qu'ils vont faire juste l'éval, c'est comme « Oh, Seigneur, my God, je veux pas faire juste l'éval. » Fait qu'il y a une évolution, je pense, qui doit se faire aussi juste comme par elle-même. Il y a une évolution intrinsèque de la profession. de la profession, pardon, puis je pense qu'on est en train de la vivre. Je ne sais pas si, Denis, à chaque année, on se dit qu'on est en train de la vivre puis ça change tout le temps ou que dernièrement, on a... Je pense que tu disais qu'il y a eu un push quand même, autant pour les TFIS que pour les physios. Ben, Un désir de changement, peut-être? Ben, comme je l'évoquais un petit peu plus tôt, une profession qui n'évolue pas, c'est une profession qui est appelée à disparaître, Oui. qui va mourir. Donc, ça relève un petit peu du darwinisme là, dans le domaine professionnel. Puis, ça, c'est présent. La profession évolue, mais elle évoluera aussi pas nécessairement juste pour survivre. Hein. Ce n'est pas nécessairement notre cas. Elle va se développer pour être capable d'apporter des solutions à des problèmes concrets que les gens vivent sur une base quotidienne. Il ne faut pas oublier, par contre, qu'on demeure à un niveau où notre champ est quand même bien défini. Donc, on commence par faire quoi? Bien, on fait, oui, de la prévention, de l'éducation, tout ça. Par la suite, on évalue. On évalue essentiellement des déficiences et des incapacités. Pour faire quoi? Pour identifier certains problèmes. Dans quel système neuromusculo-squelettique cardio-respiratoire? On fait un plan de traitement, mais c'est quoi la finalité de nos interventions? C'est le rendement fonctionnel optimal. Donc, nous, on veut que la personne qui est devant nous, qu'elle soit amputée, quel que soit le problème qu'elle a, puisse être fonctionnellement active. Donc, on est dans le domaine de la santé physique. Ça ne veut pas dire que parce qu'on traite un patient dans le domaine de la santé physique, que l'on ne doit pas considérer sa dimension psychosociale. Mais c'est là que l'interprofessionnalisme aussi joue un rôle. Alors, il y a des gens qui sont experts dans le domaine psychosocial et on ne doit pas se priver de leur contribution pour rendre nos interventions encore plus efficaces. Ça ne veut pas dire que nous, on ne doit pas en tenir compte dans nos stratégies d'intervention, des stratégies behaviorales, des stratégies cognitivo-comportementales. Ça dépend toujours comment est-ce qu'on l'aborde, mais ça, c'est quelque chose qui doit être présent dans nos interventions.
mais on doit quand même concentrer nos interventions sur le domaine de Pas la compétences finalité. qui est le nôtre et qui est notre finalité. Donc, de là, la petite nuance que j'apporterais peut-être. Là. Bien, c'est une réalité, puis je comprends bien ce que tu dis, Denis, mais en même temps, si on revient sur, par exemple, ce qu'on voit en termes d'attrition chez les professionnels de la physio qui quittent, beaucoup sont choqués par l'importance de cet aspect relationnel-là dans l'efficacité de leurs interventions et vont trouver ça pas suffisamment objectivable pour rester. Ça va les décevoir, en fait. C'est comme si on éduquait peut-être les professionnels de la physio comme des ingénieurs, puis une fois rendus sur le terrain, ils se rendent compte qu'ils ont moins d'ingénierie à faire et plus d'humanité. Parce qu'on ne travaille pas avec un matériau. Exactement. Puis en fait, c'est une réalités qui amène l'attrition au niveau des étudiants, au niveau des finissants. L'espèce de choc entre ce que j'ai appris puis ce que je vis sur le terrain. Évidemment, j'imagine que ça existe dans toutes les professions puis tous les métiers. Mais tu sais, je pense que, en fait, peut-être que la réalité d'adresser cette problématique-là viendrait aider, du moins, les nouveaux professionnels lorsqu'ils arrivent sur le terrain. Mais je pense qu'il y a une différence entre de sensibiliser les TFIS et les physios ou d'adresser ça dans le cadre du cours versus un pourcentage de formation. Tu sais, dans le sens, c'est ça qu'il faut. Bien, je faisais une comparaison. Là. Mais... Je veux dire, c'est que les sensibiliser, c'est évidemment les éduquer aussi, là, avant qu'ils rentrent dans le diplôme, puis une fois qu'ils sont dans le diplôme. Ouais. Peut-être une chose aussi qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que cette réalité-là que l'on voit en physiothérapie comme étant bien épouvantable, de 9 % de gens qui quittent la physiothérapie comme physiothérapeute, vous savez, à l'ordre, il y a plusieurs personnes qui quittaient la profession, ne renouvelaient pas leur membership parce qu'ils s'en allaient faire de la gestion dans le milieu hospitalier, mais c'est leur formation initiale qui leur permettait d'atteindre ça. Au niveau des technologues, ce que l'on voit, c'est une recherche d'autonomie professionnelle plus grande. Alors, les gens vont faire de l'ostéopathie, vont faire d'autres choses, et par le biais d'une profession ou d'une activité non réglementée, ils peuvent en faire plus. Alors là, à ce moment-là, ils se disent, bien, je préfère abandonner ce titre professionnel-là, non pas parce que je n'ai pas encore la passion de soigner des gens, mais parce que je veux le faire d'une manière un peu plus complète ou un peu moins encadrée, en fait. Donc, c'est peut-être là aussi qu'il faut comme nuancer l'un et l'autre. Et c'est pas parce que le goût de soigner ou de s'impliquer dans le domaine de la santé devient absent, mais c'est plus parce qu'ils veulent aller vers autre chose aussi. Alors, outre l'actualisation du règlement pour les technologues et évidemment du diplôme, mais qui va quand même prendre un certain temps avant que ça s'applique. Là. Ça débute à l'automne. Ça débute à l'automne, mais ces professionnels-là ne seront pas majorité sur l'espace du travail instantanément. Là. Qu'est-ce que l'Ordre peut faire, par exemple, là, de plus pour éviter cette situation-là avec les technologues? Bien, il faut encourager la formation continue. Et ça, c'est des choses que vous allez voir venir. Quel sera le rôle du technologue en physiothérapie en rééducation vestibulaire, en rééducation périnéale et pelvienne? On le voit en douleur chronique, ça évolue aussi constamment. Alors, il va falloir que le 94M soit optimisé. Alors, vous savez, le technologue en physiothérapie peut traiter des patients en catégorie 4. C'est permis. C'est correct, ça se fait. Mais il faut falloir vraiment qu'il y ait ce changement-là qui s'installe, en fait, chez les professionnels pour qu'on potentialise leur travail au maximum. Et ça, l'Ordre va en faire la démonstration, va l'encourager, va le faire connaître. Mais c'est sûr que les milieux de pratique sont évidemment les endroits qui vont devoir changer de mentalité aussi. Et ça, c'est des choses qui vont se faire. Là. C'est concret, c'est sur le terrain. Donc, ça, c'est une réalité. Vous savez qu'il y a des technologues en physiothérapie qui sont dans des équipes de recherche maintenant. Absolument. On en a des exemples de plus en plus fréquents. Donc, ce sont simplement des situations où leur place devrait être prise. Et aujourd'hui, dans le réseau, il y a de plus en plus de places non comblées pour des technologues en physiothérapie, ce qui est quand même pas banal, parce qu'à une certaine époque, c'était moins florissant que celui-là. Et avec ce que le ministre de la Santé nous annonce, je pense que l'avenir se révèle plutôt radieux pour les professionnels de la physiothérapie. C'est difficile de reprendre ça. Non. Radieux. Ah. C'est gros. Radieux. Oh oui, et même, je dirais que j'aurais pu utiliser un qualificatif encore plus haut. Ouais. Dans le fond, ce qui nous limite actuellement, c'est pas tant la capacité de s'investir dans des champs de développement intéressants, mais c'est le nombre de personnes disponibles pour s'investir dans ça. Et écoutez, on avait des demandes, parfois on s'est dit, moi je me souviens d'avoir parlé avec des sous-ministres de la Santé qui nous disent,
On aurait besoin de plus de physio aux urgences, on aurait besoin de plus de physio ici, plus de technologues là. Oui, mais c'est parce que là, il n'y en a pas. Il y a ça aussi qu'il faut rencontrer, être capable. Vous savez, les pratiques avancées en physiothérapie, notamment suite au programme de l'Université de Montréal de 3e cycle, on se les arrache. Là, il y a une effervescence qui est merveilleuse là-dedans, mais il faut occuper notre place. Il ne faut pas être trop timide, puis il ne faut pas se gêner, surtout pour être capable de se dire présent aux endroits où c'est important. Et ça, l'Ordre va l'encourager sans arrêt. Mais il y avait un article qui disait que la physiothérapie, TFIS ou physiothérapie, c'était vraiment les professions qui vont être comme up and coming, qui vont être très, très, très populaires dans les prochaines décennies. On parlait de programmation, mais on parlait aussi de la physiothérapie. C'est dans le... Tout à fait. Je pense que c'est le top 20. Mais ce que je trouve intéressant, Denis, de ce que tu disais, c'est que je pense qu'il faut porter notre chapeau de physiothérapeute, peu importe où on va. Puis Luc le disait aussi dans une vidéo cette semaine dans le groupe, c'est que, dans le fond, peu importe ce que tu vas faire, sois fier d'être tes fils et physio, puis ouvre les portes pour les autres. Puis après ça, il y a un enjeu de formation et de former plus de physio qui vont être fiers puis vont montrer l'exemple de l'avancement. Mais de loin, il faut en former plus parce qu'on en perd vers des postes de gestion, ce qui est important pour faire connaître la physio, mais... Parce que c'est la meilleure manière qu'on va pouvoir aussi bien placer des... Ouais. Et n'oubliez pas, tantôt, je disais qu'il y a 2 universités qui vont offrir le programme de physiothérapie pour des physiothérapeutes, mais il y a 3 cégeps aussi qui s'ajoutent à l'offre de... Donc, on va passer à 11 cégeps offrant le programme de technique de physiothérapie et à 7 universités offrant le programme de bac maîtrise physiothérapie. C'est quand même énorme. Je pense que c'est super important aussi d'expliquer, notamment aux étudiants TFIS, la plus-value de faire partie d'un ordre professionnel. Tu sais, moi, oui, tant mieux s'ils ont une profession qui les comble, mais tu sais, quand j'entends des étudiants TFIS qui quittent pour d'autres professions où est-ce qu'ils ne sont pas nécessairement encadrés par un autre professionnel, mais c'est juste important de se rendre compte qu'on est chanceux d'avoir un autre professionnel parce que ça donne à nos patients une assurance que notre service est de qualité. Ça, c'est pas banal, là, tu sais. On a à bâtir cette fierté-là, oui, évidemment. Encore plus, ça. pas qu'elle n'est pas présente, mais encore plus. Mais je pense que, tu sais, c'est flou, hein, tu sais, quand tu as 20 ans, c'est quoi un autre professionnel, hein? Protection du public, tu sais, c'est pas si clair, mais je pense que c'est important de le nommer. T'sais. Ce qui est aussi particulier, c'est que, n'oublions pas, quand on parle d'une formation collégiale, il y a des étudiants qui commencent au programme, ils ont 16 ans. Mais oui, ils arrivent du secondaire. Fait que ça se peut qu'après 3 ans, puis 1 ou 2 années de pratique, ils se disent peut-être que j'aurais eu le goût de faire aussi ça. Là, Puis là, ils arrivent, là, ils sont prêts sur le marché du travail. Des fois, ils arrivent 19 ans, 20 ans. En tout cas, rappelez-vous, à cet âge-là. C'est pour ça que ça prend un pont. Parce que si on a le goût de continuer, oui. Mais parfois, ils ont le goût d'aller de changer. C'est ça, c'est aussi... Il faut aussi accepter que c'est une autre génération. Oui, là, parce qu'en fait, la réalité, génération ou pas, je pense que nous, on a des statistiques par rapport à nos propres professions. Mais une des choses que je pense qui serait pertinente, c'est de se comparer aussi. Parce qu'en fait, quand on sait combien quittent, combien restent, etc., ailleurs, comment est-ce que c'est? Est-ce que les avocats restent plus longtemps dans leur pratique puis ou pas? Accepter que c'est quoi? Ils sont rendus à quoi? 7 carrières différentes? C'est dans une vie? Fait que c'est normal aussi qu'il y ait un petit mouvement. C'est important le temps que tu restes dans ta carrière, mais c'est aussi la fierté et la reconnaissance que tu as dans ta carrière. Je pense pas qu'il y a la notion de, OK, il y a des gens qui quittent la profession, il y en a qui font plus de traitement à tous les jours. Mais je pense que si tu portes ton chapeau de physio toute ta vie, que tu portes ton chapeau de TFIS toute ta vie où tu changes un bandé pour physio ou pas, peu importe la profession que tu vas faire, que tu te rappelles qu'un jour, tu es passé par ces bancs d'école-là, puis que ça a changé ta façon de pratiquer et ta façon de travailler et d'être, peu importe. Je pense que c'est plus ça. Moi, la première, je travaille peut-être une journée semaine en clinique maintenant. Mais à tous les jours, je vais appliquer des concepts que j'ai appris, puis j'en suis fière. Puis je les utilise autant pour traiter, pas traiter tu vas le voir, le patient dans la rue qui n'a pas sa canne du bon bord. Ça se peut que je l'arrête. Ça se peut que je l'arrête. On approche proche du mot de la fin. Mais je m'en voudrais de ne pas aborder un sujet quand même important. Puis je ne veux pas finir sur une note négative, mais une des choses qu'on entend parler beaucoup, étant donné que la technique est exclusive ou unique là, au Québec, c'est des assurances dans le système privé, le remboursement des assurances auprès des technologues sur les soins qui sont offerts. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce c'est une réalité avec laquelle on est prise. Tu sais, je suis bien conscient que l'ordre ne peut pas y faire grand-chose, mais là, ce serait le rôle de qui, là, d'essayer de continuer à faire des... Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là?
Bien, si on regarde du côté de l'ordre, on sait qu'il y a des assureurs qui couvrent les services de physiothérapie qui sont soit offerts par des physiothérapeutes ou des technologues en physiothérapie. Il y a des compagnies d'assurance qui, pour toutes sortes de raisons, décident de ne pas rembourser les soins offerts par les technologues en physiothérapie. Et ça, c'est le propre d'une structure privée qui regarde son rendement par rapport à ce qu'elle va offrir à des gens qui veulent payer les primes d'assurance. Et ça, nous autres, à l'ordre, on a souvent eu la chance de parler aux personnes qui sont impliquées là-dedans puis qui nous disent « Ah, nous, dans le package, on va offrir plus, mettons, comme de la masso, on va offrir plus d'autres services, par exemple, connexes, qui vont avoir peut-être un effet plus vendeur sur notre police d'assurance ou notre couverture, parce qu'on va couvrir le physiothérapeute pareil. Fait que ça va finir par... Alors, ce sont des gens qui vendent des couvertures d'assurance. Bon, et ça s'exprime comme ça. C'est pas parce qu'ils ne le savent pas. Ils le savent. C'est pas parce qu'ils considèrent que les soins sont de moins bonne qualité ou tout ça. Non. Ils veulent vendre leurs produits. Question business, pour nous, c'est meilleur. Rendu là, cet argument-là, nous, on ne peut pas le challenger parce qu'on se dit, bien, écoutez, vous ne rendez pas service à la population en faisant ça. T'sais. Là, ils te regardent en voulant dire, bien, nous autres, les personnes qui nous importent, c'est nos actionnaires. Hein, vous le savez, c'est le domaine de l'assurance. Et c'est tout à fait légitime de leur part de l'amener comme ça. Mais il y en a, je pense, les assurances de Desjardins, il y a plusieurs groupes comme ça. Aucun problème, ça fonctionne très bien. Il y en a d'autres que c'est plus réticent. Puis, c'est malheureusement la réalité que l'on observe là, sur le terrain là-dessus. Et ça, c'est dommage parce que je pense que ça pourrait être mieux, mais on a un pouvoir d'influence qui est quand même limité rendu là. Bien, merci d'avoir... Mélodie, peut-être avais-tu quelque chose à ajouter par rapport à... On va finir sur une meilleure note. Oui, bien, c'est peut-être une note. Donc, Marie-Pierre, Denis, François. Oui, bonjour. Un mot pour les TFIS? On finit avec ça? Vous avez une ou deux phrases, max. Bien, de se permettre d'être audacieux, de se permettre de think outside the box, de se permettre d'inventer des choses qui respectent la réglementation, mais c'est ça. Je pense que j'ai été claire. Voilà. Très clair. Denis, c'est à ton tour. En fait, ce que peuvent accomplir les technologues en physiothérapie dans le système de santé actuel, c'est très, très, très significatif. C'est important, c'est majeur. Et avec une collaboration plus étroite avec les physiothérapeutes et les autres intervenants, c'est une profession qui pourrait rayonner de très belle façon. Puis, je pense qu'on y arrive lentement. Mais on y arrive. François? Bien, en fait, ça passe par peut-être... Est-ce que le mot changement de culture est trop fort, mais du moins une amélioration, une évolution de cette culture-là, peu importe le milieu de pratique. Je pense qu'en tout cas, quand je regarde un petit peu la discussion qu'on a eue aujourd'hui, je pense qu'il y a un beau soleil qui rayonne là, sur nos deux professions, mais majoritairement sur la profession de technologue. Je peux ajouter quelque chose? Ben, vas-y. Être fier. Être fier de leur titre, être fier de leur formation. Ils ne sont pas moins. Être fier, je pense que c'est... besoin de mieux connaître, de connaître le champ de pratique, la réglementation, puis de naviguer là-dedans. Puis c'est hot, là. Fait que finalement, moi, j'aime la prévention, j'aime l'éducation, j'aime prendre en charge des patients, j'aime des clientèles diversifiées. C'est toutes des choses qui sont accessibles au TFIS. Absolument. Puis c'est bien plus hot que bien des choses que les physios peuvent faire, mais... En tout cas, hein? J'espère que d'en avoir parlé, ça va avoir fait une petite différence, du moins. Là, oui. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on en parle. Alors, d'en parler publiquement, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Oui, puis n'oublions pas aussi que ces changements-là vont être là et présents à la hauteur de l'implication que les technologues en physiothérapie voudront bien mettre dans le développement de leur profession. Et ça, c'est essentiel. Les technologues et les physios voudront bien mettre. Bien, ça va de part et d'autre. Ça fonctionne des deux côtés, oui. Oui. C'est ça qu'on a défini au début du podcast. Bien, définitivement. Marie-Pierre Royer, Denis Pelletier, merci énormément d'avoir été avec nous ce soir. Grand plaisir. Bien, on se reparle une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Merci. François, oui. C'était tellement un bon podcast. C'était succulent. Succulent. Je dirais extraordinairement enrichissant. Une extase. Que je peux pas battre ça. Donc, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Mélo Meilleur ou... Frankie Physio. Gênez-vous pas, nous envoyez vos questions et commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de vous parler. À la prochaine. À la prochaine. Le pouls de la physio est une présentation de Medexa, Physiotech,
services d'électrothérapie et médical tronique.